Bonjour à tous, ici Erwan et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel je m'exprimerai dorénavant sur les choses diverses et variées concernant la licence Zelda. On commence tout de suite avec le trailer de la suite de Zelda Breath of the Wild. Un trailer incroyable qui a réveillé mon côté analyste et théoricien sur cette licence. J'ai toujours analysé l'histoire de la série Zelda et de ses personnages dans les moindres détails. Ceux qui suivent ma chaîne et mes animations 3D peuvent le confirmer. En y regardant de plus près, il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est le personnage momifié au centre. Le second, c'est cette fameuse main. Je pense même avoir découvert quel est le rôle de cette main, qui l'a posée ici et depuis combien de temps. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer de façon logique tout en apportant des preuves de ce que j'avance. Théorie numéro 1. Le corps de Ganondorf est scellé depuis 10 000 ans ou plus. Il me semble évident au vu des éléments du trailer que le personnage que l'on voit est Ganondorf. Les symboles Gerudo sur ses vêtements, les bijoux ainsi que les cheveux rouges indiquent que c'est un Gerudo et qu'il vient du désert. Il possède également un diadème sur le front qui est la signature de Ganondorf. Maintenant, si on regarde l'histoire de Breath of the Wild, on apprend qu'il y a 100 ans, le fléau Ganon est apparu de sous le château et qu'il a pris le contrôle des gardiens pour les retourner contre Hyrule. Il a fini par tout brûler et tout détruire. Le roi est mort au combat. Puis le fléau a pris le contrôle des 4 créatures divines et tué les champions à l'intérieur. Link est quasiment mort au combat, puis a été envoyé dans le sanctuaire de résurrection. Zelda se retrouve alors toute seule et réussit à sceller le fléau dans un cocon au sein du château d'Hyrule. Quand on commence le jeu, ça fait maintenant 100 ans qu'elle maintient le fléau Ganon dans ce cocon, mais son pouvoir s'affaiblit. La suite, nous la connaissons. Ce que nous apprenons également, c'est qu'il y a une légende dans laquelle il y a 10 000 ans, le fléau était déjà apparu. Mais grâce à la princesse, au héros, ainsi qu'avec l'aide des gardiens, ils ont réussi à le sceller. Retenez bien ceci, il y a 10 000 ans. Suite à tout ça, le monde sait qu'il va finir par revenir, alors les moines Sheikah sont entrés en méditation en attendant la venue du prochain héros. Je le répète, tout cela s'est passé il y a 10 000 ans. Maintenant accrochez-vous. Si on compare le physique des moines Sheikah et celui de Ganondorf dans le trailer, les deux possèdent des bijoux presque identiques. Et surtout, les deux semblent être dans un état momifié et aussi vieux l'un que l'autre. Autrement dit, le Ganondorf que l'on voit est celui qui est réapparu il y a 10 000 ans sous la forme du fléau Ganon et qui a été scellé dans cet endroit. Et devinez quoi? La seule personne qui a le pouvoir du sceau et donc de sceller, c'est la princesse Zelda. On peut donc rapidement en conclure que la main que l'on aperçoit dans le trailer est un sceau pour empêcher Ganondorf de revenir. Et selon moi, il a probablement été posé par la princesse Zelda qui vivait il y a 10 000 ans. Théorie numéro 2. Les origines de Ganondorf avec Zelda Ocarina of Time. Dans la légende, on nous parle du fléau Ganon mais pas de Ganondorf. Selon moi, l'histoire a peut-être été déformée avec le temps voire oubliée, car cela remonte à 10 000 ans. Et dans le trailer, on voit que Link et Zelda découvrent des images sur le mur avec un homme à cheval portant le symbole Gerudo et tenant un trident à la main. Si on éclaircit l'image, on s'aperçoit qu'il est accompagné par d'autres personnages utilisant des arcs et des lances, peut-être même des silhouettes féminines. Il s'agit de l'histoire de Ganondorf et des Gerudo, ou bien de la guerre qui s'est passée il y a 10 000 ans et le rôle que Ganondorf y a joué, voire même comment il a été scellé ainsi. Ces dessins ont été faits pour que cette histoire ne soit pas oubliée et que l'on comprenne ce qui s'est passé et d'où il vient. S'il s'agit bel et bien de l'histoire de Ganondorf et des Gerudo, alors on aurait ici une référence directe à Zelda Ocarina of Time. Et oui, parce que, après tout, Ganondorf apparaît pour la première fois dans Zelda Ocarina of Time. Théorie numéro 3. Un lien important avec Twilight Princess. Pendant tout ce temps dans Breath of the Wild, les boss de chaque donjon ainsi que le boss de fin sont simplement la malice qui s'échappe du corps de Ganondorf, comme si son corps était une source d'énergie maléfique. Ganondorf ne peut pas bouger, car son enveloppe physique est scellée, alors il utilise la malice pour opérer depuis des milliers d'années. Dans le jeu, on nous dit que sa forme est incomplète, car selon moi il cherche à recréer son enveloppe Gerudo, pour pouvoir revenir dans le monde de la lumière, exactement comme dans Twilight Princess. Il a utilisé la technologie Sheikah dans le même but que Link avec le sanctuaire de résurrection. Comparez les deux. Franchement, quand tu fais le lien avec tout ça, c'est juste incroyable. Mais c'est pas fini, j'ai encore quelques petites surprises.
j'ai remarqué que la forme un peu spectrale qu'il prend, on l'a déjà vu auparavant dans Zelda Twilight Princess. C'est la même forme qu'il utilise dans le crépuscule. À ce moment-là, il n'a plus son enveloppe physique, et c'est là qu'il prend cette forme pour la première fois. Si vous vous souvenez bien, dans Twilight Princess, Ganondorf utilise Xanto comme une marionnette, et réussit à fusionner le monde de la lumière avec celui du crépuscule. De cette façon, il retrouve son apparence physique. À la fin de Twilight Princess, Ganondorf est vaincu avec Excalibur planté dans son torse, exactement là où il a été blessé par les sages. C'est exactement là que le sceau a été posé. Cependant, une fois vaincu, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de son corps. D'ailleurs, avez-vous remarqué ce petit détail? Xanto brise la nuque de Ganondorf. Et quelle est la première chose qu'il fait en se réveillant? Théorie numéro 4, le point de départ de Breath of the Wild 2. Si on revient à Breath of the Wild, son enveloppe physique est donc cachée quelque part, sous le château comme on veut nous le faire croire ou ailleurs dans Hyrule. La malice s'en échappe car le sceau s'affaiblit. Je pense que personne n'y a fait attention, mais Nintendo nous a déjà mis sur la piste de ce qui serait le point de départ de Zelda Breath of the Wild 2. Je dois me rendre au domaine Zora aujourd'hui. J'aimerais bien comprendre pourquoi Varuta s'est immobilisé. Il faut que je jette un coup d'œil à son réservoir d'eau. Et aussi... le père de Mipha. Il aimerait que nous lui parlions un peu de sa fille. La menace de Ganon est levée, mais son passage a laissé des traces. Il y a tant à réparer, et nos cœurs ne cesseront jamais de saigner. Pourtant, je sais qu'Hyrule se relèvera. Elle renaîtra plus belle encore. Tous les habitants du royaume s'y emploient. Moi aussi, je les aiderai. Je mettrai tout mon cœur à l'ouvrage. Viens, allons-y. Je n'entends plus la voix de l'épée, comme autrefois. Quand on y pense, ça n'a rien de surprenant. Mon pouvoir a dû s'épuiser en 100 ans. Donc, Varuta s'est immobilisé pour une raison inconnue, et la princesse n'entend plus la voix de l'épée. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien écoutez les amis, c'est ici que je vous laisse. Je tenais à partager avec vous mes analyses et théories sur la suite de ce nouvel opus qui s'annonce génial. Ce format de vidéo est tout nouveau pour moi, car c'est la première fois que je parle dans mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, et on se rejoint tout de suite dans les commentaires. Mon nom est Erwan, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.